Qu'est-ce que la Kabbale? On peut entendre ce terme dans certaines fictions, ainsi que dans certains milieux ouverts aux idées larges de la spiritualité, lorsqu'il s'agit d'essayer de comprendre la structure de pouvoir de la société. Posons quelques bases importantes de réflexion sur cette question. Du point de vue humain et social, la puissance financière est la principale forme de puissance. C'est-à-dire que dans le cadre de la société, la puissance financière est la forme la plus élevée de puissance. Il est bien précisé dans le cadre de la société. Vous voulez construire des hôpitaux dernier cri? Vous voulez construire une base sur Mars? Vous voulez accélérer la découverte d'un traitement efficace contre une maladie grave? Vous voulez vous offrir un train de vie agréable et stimulant? Il vous suffit de disposer de suffisamment de puissance financière, et tout devient possible. Dans la limite du niveau de technologie et de connaissance de l'époque. Nonobstant le niveau des technologies et des connaissances qui constituent le corpus technique et cognitif de la société, et nonobstant la diversité des services commercialisés et commercialisables au sein de la société. La puissance financière est la principale forme de puissance dans le cadre de la société. Du fait de la nature même du système économique et financier, l'écrasante majorité des gens est tenue de vendre une combinaison de temps et de compétences, dans une modalité essentiellement linéaire, pour gagner un peu de puissance sociale. C'est-à-dire un peu d'argent, car oui, il est possible de définir la puissance financière directement comme, la puissance sociale. Cela n'est pas une mauvaise chose en soi. Et cela est nécessaire, absolument nécessaire, au regard du niveau de conscience générale de l'humanité terrestre. Ceux qui savent se concentrer sur la maîtrise des compétences les plus valorisées dans la société, lesquelles compétences ne sont pas nécessairement les plus utiles. Cf. Le différentiel du niveau d'utilité entre les compétences d'un chirurgien et les compétences d'un footballeur. Ceux qui savent faire ça, s'en sortent mieux en termes de gains en puissance sociale. Il est normal qu'au sein de l'humanité, il y ait des personnes qui comprennent si clairement et si profondément la vérité sociale, la puissance financière est la forme maîtresse de la puissance dans le cadre de la société, qu'elles, ces personnes, vont forger la volonté coûte que coûte de développer une grande puissance financière. Et au sein de ces personnes qui ont une volonté ardente de développement de leur puissance financière, il va s'en trouver une minorité disposant des capacités nécessaires pour dominer le grand domaine de la recherche de puissance financière. Peut-être n'avez-vous pas bien compris ce point. Parmi les milliards de gens qui ne sont pas des milliardaires ou des multimillionnaires, l'écrasante majorité est située très loin hors du cercle des milliardaires et des multimillionnaires. Est-ce parce qu'elle n'est pas capable de se hisser à ce niveau, et non parce qu'elle n'est pas sincèrement intéressée par l'idée de gagner beaucoup d'argent? Et si vous ne comprenez toujours pas? En sport par exemple, beaucoup de sportifs ont la volonté ardente de devenir de grands champions du monde. Mais seule une poignée d'entre eux à chaque époque, va réellement réussir à dominer le très haut niveau dans les compétitions sportives. Eh bien, dans le domaine général plus important de la recherche de puissance financière, il va se former seulement une petite minorité de personnes qui vont réellement dominer le domaine. Le grand domaine de l'argent, c'est le grand domaine des affaires. Il ne s'agit plus de vendre une combinaison de temps et de compétences. Il s'agit de devenir capable de maîtriser l'exploitation des biens et des services de quelque nature. Avec la possibilité de démultiplier indéfiniment ces biens et ces services. Peu importe que l'on soit ou non le créateur de ces biens et de ces services. Vous pouvez ainsi gagner beaucoup d'argent, en vendant des baguettes de pain ou en vendant des avions. Si vous êtes propriétaire d'une chaîne de milliers de boulangeries à travers un grand pays ou à travers plusieurs pays. Ou si vous êtes grand actionnaire dans une grande société de fabrication d'avions, qui vend ses avions partout dans le monde. L'une des particularités les plus importantes du grand domaine des affaires, c'est qu'en réalité il faudrait le définir comme le grand domaine des trafics. La notion de trafic comprise dans le sens brut de toute transaction commerciale de nature légale ou illégale. Morale ou immorale. Positive ou négative. Dans le grand domaine des trafics, vous pouvez gagner beaucoup d'argent, en exploitant des cliniques médicales high-tech qui sauvent des vies. Ou en exploitant des réseaux de marché noir qui vendent des organes humains encore biologiquement vivants. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent en commercialisant des médicaments qui vont sauver des vies. Ou en vendant des armes à des milices qui vont causer directement des dizaines de milliers de morts sur tel ou tel territoire. La notion usuelle d'homme d'affaires s'applique à la partie supposée moralement bridée, oui, il faut dire bridée plutôt qu'autre chose, des acteurs du grand domaine des trafics. Tandis qu'il faudrait forger la notion d'homme de trafic pour spécifier la partie moralement non bridée des acteurs de ce grand domaine. Fondamentalement, c'est l'intensité du désir de gagner un maximum d'argent, qui est le ressort de base qui permet à certains de briser en eux l'inhibition morale dans laquelle la société est supposément immergée. Il faut parler d'inhibition sociale, parce que c'est surtout le système des lois et des sanctions qui impose à la plupart des gens de se réfréner quant à l'expression de leurs instincts agressifs naturels. Quand un homme d'affaires découvre que le très très gros argent se trouve du côté des trafics au-delà de la frontière morale, et cela commence par l'exploitation d'une main-d'œuvre humaine payée une misère mais utilisée au maximum. Et quand la volonté de gagner un maximum de puissance financière est particulièrement forte chez cet homme d'affaires, il devient un homme de trafic. Techniquement, le sommet du milieu des hommes de trafic est le plus puissant du point de vue de la puissance financière, et donc de la puissance sociale.
Ces gens constituent ce que l'on peut appeler la Kabbale, pour reprendre ce terme popularisé par certaines fictions, et adopté par certains milieux qui essaient de comprendre ce qui se passe sur la planète. La Kabbale est internationale, et elle trempe naturellement dans toutes sortes de trafics, depuis les trafics de drogue à des échelles internationales, jusqu'au trafic d'esclaves sexuels à des échelles tout aussi internationales. Mais la Kabbale n'a pas de limite spécifique dans le grand domaine des trafics, c'est pourquoi elle est aussi dominante dans le domaine des affaires qui ont l'apparence immédiate d'une bonne moralité. De sorte que, certains membres de la Kabbale sont connus du public comme des hommes d'affaires normaux, au-dessus de tout soupçon, selon l'expression consacrée, certes immensément riches mais normaux, alors qu'une partie de leurs affaires consiste en des trafics qu'ils maintiennent hors de portée des radars des investigations des médias. La Kabbale n'est pas un cercle unique. C'est un ensemble de cercles, puis un ensemble d'individus qui sont souvent en concurrence les uns contre les autres, et qui constituent des alliances seulement quand cela leur permet de mieux garantir leurs intérêts individuels. Cependant, si on parle vraiment de la Kabbale, les membres de la Kabbale ne sont pas entre eux des ennemis, seulement des concurrents qui vont savoir s'allier quand cela sert leurs intérêts. Rappelez-vous que ces gens ont supprimé leur brideur de moralité. Ce qui suppose aussi qu'ils ont supprimé ou réduit au minimum en eux, le mécanisme de la structure psychologique qui produit habituellement des scrupules moraux et des jugements moraux. Ils peuvent s'asseoir entre eux et négocier le nombre de morts qui serait bon pour leurs intérêts dans tel ou tel conflit, sans qu'aucun d'entre eux ne perde le sommeil le soir. Et celui qui fait ses trafics avec des armes de guerre, ne sera pas condamné par celui qui préfère faire ses trafics avec des drogues récréatives. Ce qui va créer des tensions, c'est que celui-ci ou celui-là essaie de doubler les autres sur les bénéfices dégagés. Car l'argent est ce qu'ils recherchent tous, plus que tout. Pour les besoins de ces trafics les plus lucratifs, la Kabbale, que l'on peut considérer comme une unité relative, soudée sur certains points, désunie sur d'autres, s'assure d'avoir le contrôle sur nombre de politiques bien placées et nombre de hauts cadres de la société. Voire des institutions entières au besoin. Mais le but de la Kabbale n'est pas de diriger le monde. Simplement la Kabbale est obligée de peser sur certaines dynamiques internationales et mondiales, mais c'est pour garantir son seul vrai but, qui est de maximiser et de conserver son immense puissance financière. La Kabbale n'est pas ce que j'ai nommé ailleurs le gouvernement mondial de l'ombre. Mais c'est bien quelque chose qui appartient à l'ordre général de ce que j'ai nommé ailleurs les maîtres du monde. Techniquement, la Kabbale c'est la forme générale stable des jeux d'alliance à travers lesquels les maîtres du monde du premier grand niveau se garantissent de protéger et de renforcer leur pouvoir. C'est par défaut que la Kabbale s'occupe de diriger le monde, parce que c'est utile pour leur quête fondamentale, maîtriser un maximum d'argent entre leurs mains. À l'époque où la richesse se comptait encore en nombre de moutons dans son bétail et en quantité de grains dans son grenier, il existait déjà des embryons de cercles de la Kabbale sur la planète.